latim plural de quando em quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Alors, François Ansermet, donc on continue notre conversation. Donc, en ce qui concerne le rapport entre psychanalyse et neurosciences, il y en a qui disent qu'il y a une conversation possible entre les deux champs de savoir. Il y en a qui essayent de dire le contraire. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Bon, alors Pierre Magistretti, qui est neurobiologiste, et moi-même avons écrit un livre qui s'appelle « À chacun son cerveau », un autre qui s'appelle « Les énigmes du plaisir ». On a fait aussi un colloque au Collège de France sur neurosciences et psychanalyse. Les 3 livres sont publiés aux éditions Odile Jacob à Paris. Ces livres, au fond, montrent notre cheminement entre neurosciences et psychanalyse. L'idée, c'est que ces deux champs sont comme une mesure. Je crois que le problème entre neurosciences et psychanalyse commence lorsqu'on veut faire des analogies, des recouvrements, qu'on suppose une inférence depuis un circuit neuronal vers une fonction mentale ou psychique, sans interroger la théorie qu'on a du fait qu'on infère un fonctionnement à une fonction. Et que pour nous, c'est plus intéressant de se dire que, au fond, on va ni dire que neurosciences et psychanalyse n'ont rien à voir, ni dire qu'elles se recouvrent, mais chercher des intersections. Et que pour nous, une intersection fondamentale entre neurosciences et psychanalyse, c'est la question de la trace laissée par l'expérience, qui était une hypothèse chez Freud, dans l'esquisse, qui était une hypothèse chez le grand anatomiste Ramon y Cajal, qui était une hypothèse chez Hebb dans les années 30, et qui imaginait que, voilà, au fond, tout ça était en perpétuel remaniement, sur fond d'une vision très fixiste du cerveau qui n'avait que comme seul destin, non pas de changer, mais de perdre ses fonctions, ses neurones, etc. Alors, toutes ces hypothèses, l'hypothèse de la plasticité neuronale, que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal, toutes ces hypothèses sont devenues, à partir d'une série de travaux qui ont été marqués par la reconnaissance de tous ces travaux à travers le prix Nobel accordé à Campbell en 2000, c'est devenu un fait. Il faut tirer les conséquences du fait que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Nous avons fait ce travail entre neurosciences et psychanalyse autour de la question de la trace. Et ce travail aboutit à une série de paradoxes. Finalement, quand un paradigme marche, au bout d'un moment, il s'épuise, et on est dans une période de révolution scientifique, disait Kuhn, avec des modifications, des paradoxes, des contradictions, une science extraordinaire qui apparaît. Et que, au fond, je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce moment-là, à l'intérieur même du champ des neurosciences. Alors, quels sont ces paradoxes qu'on a isolés? Un paradoxe, c'est celui de la singularité. C'est-à-dire que des mécanismes universaux aboutissent à produire de l'unique, du chaque fois différent. Et que ça indique qu'il y a un point de rencontre inédit, possible, entre neurosciences et psychanalyse, autour de l'irréductible question de la singularité, qui est devenue autant au programme des neurosciences qu'elle l'est dans la psychanalyse. Les neurosciences éclairées, parce que je suis d'accord qu'il y a aussi des neurosciences réductionnistes qui disent que c'est tous pareil et qui procèdent d'une universalisation du sujet propre à la science moderne. Ce qui est différent de cette situation où on reconnaît la butée de la singularité. Premier paradoxe. Paradoxe, il est très important, soit dit en passant, parce qu'on le retrouve autour de l'autisme. Oui. J'ai écrit un livre avec Ariane Jacobino, qui va être traduit au Brésil d'ailleurs cet automne, qui s'appelle « À chacun son génome », qui est un titre qu'avait proposé Jacques-Alain Miller, a proposé Jacques-Alain Miller et qui répondait un peu à chacun son, c'est un clin d'œil à chacun son cerveau, à chacun son génome. C'est-à-dire que les autistes, on peut être certainement des problématiques génétiques, mais que au fond, ils sont tous aussi
dans l'unicité et la différence. C'est-à-dire qu'il y aurait une détermination génétique de l'autisme, pourquoi pas, mais qui aboutit à faire que chaque autiste est unique et différent. Et qu'au fond, la question de la singularité fait retour dans ce champ de l'autisme autour de... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a de multiples conceptions génétiques qui ont été mises en revue dans la collaboration avec une généticienne, Ariane Jacobino, qui elle-même a repris tous les travaux les plus récents, qui montrent au fond que on a chaque fois des éléments pertinents de lien entre des phénotypes et des génotypes, mais la loi qui les relie n'est pas possible encore à trouver. Qui pose vraiment une question importante pour la psychanalyse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une loi dans la nature, puisqu'on suppose depuis la science moderne qu'il y a une loi, que la nature parle langage et mathématiques, qu'on peut la lire, qu'on peut l'écrire, qu'on peut la chiffrer. Et au fond, là, on a vraiment une question qui dépasse même le débat sur l'autisme. C'est-à-dire que la nature, pour Galilée, était mathématisable. Le paradigme mathématique est très opérant en physique. De manière très subtile, Jean-Paul Milner a, lui, avancé que peut-être, maintenant on est dans le monde de la génétique et de la biologie, et que on n'est plus dans le mathématisable, mais on est dans le littéralisable. J'utilise ce terme. C'est-à-dire peut-être une autre épistémologie qui est en train d'apparaître. Donc, peut-être faut-il que la psychanalyse prenne la mesure de ce qui est en train de se passer pour, au fond, revisiter certaines conceptions. Donc, premier paradoxe, la singularité, l'unicité, la différence. Deuxième paradoxe. J'aimerais encore dire une chose. Oui, deuxième paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que l'expérience s'inscrit sous forme de traces. Mais ces traces se réassocient les unes avec les autres pour former de nouvelles traces et introduit une discontinuité. Et ça, c'est à côté de la singularité, c'est un point très important dans notre discussion sur neurosciences et psychanalyse. Il y a la discontinuité dont procède l'inconscient, ou le sujet aussi bien de cette discontinuité. On peut dire l'inconscient n'est pas un système de traces. Il y a peut-être un côté inconscient, système de traces, avec l'inconscient automatone, comme le disait Lacan, c'est-à-dire du déjà là. Oui. Mais l'inconscient est aussi un inconscient tuqué, c'est-à-dire un inconscient discontinuité, un inconscient qui procède de la béance, du non réalisé, du tourné vers l'avenir. Et on mesure à quel point ces deux versions de l'inconscient, contingentielles pourtant, oui, contingentielles, sont deux, je veux dire, sont en elles-mêmes une critique du déterminisme. Et donc peut-être aujourd'hui, il faut inventer une biologie de la discontinuité, comme on a dû inventer en psychanalyse une autre vision que la causalité naturelle propre au XIXe siècle, qui est une causalité linéaire. Donc voilà. Donc ça, c'est un point très important, cette création de la discontinuité. Et nous avons beaucoup travaillé avec Pierre Magistretti et aussi à New York avec une collègue qui s'appelle Cristina Alberini sur un phénomène qu'on appelle la reconsolidation, qui est un phénomène mal exprimé, c'est plutôt la déconsolidation. C'est-à-dire que quand vous évoquez un souvenir, oui, un élément mnésique, vous rendez la trace labile et susceptible de nouvelles associations. Et c'est très passionnant parce que finalement, l'invention par les hystériques et par Freud d'une pratique de la parole pour introduire un changement trouve là une résonance très étonnante dans le monde biologique. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes au service de la discontinuité. Donc, premier paradoxe, la singularité. Deuxième paradoxe, la discontinuité. Troisième paradoxe, c'est celui du changement permanent. S'il y a une plasticité, ça veut dire qu'il y a un changement et que ce changement est toujours à l'œuvre. Donc, la question pour les psychanalystes, c'est comment changer quelqu'un, permettre à quelqu'un de changer par rapport à sa compulsion de répétition, qui est un travail de mort, de pulsion de mort.
la question du neuroscientifique est étrange, parce que lui il dit, avec quelque chose qui change autant, comment ça se fait qu'on reste le même? D'où vient l'identité diachronique? Il y a là aussi des fois des chocs intéressants de questionnement qui sont au détour des avancées. Alors maintenant, génome instable, plasticité, changement permanent. Il y a au fond, comme si on était, les choses se passent comme si on était biologiquement déterminé pour ne pas être complètement biologiquement déterminé. Comme si on était biologiquement déterminé pour ne pas l'être. Comme si on était déterminé pour ne pas être déterminé. Génétiquement déterminé pour être libre. Hein, c'est-à-dire que quelque chose dans le programme génétique déconnecte de la détermination génétique. Et ça, c'est aussi un point de rencontre intéressant entre neurosciences et psychanalyse autour de la singularité, la discontinuité et de changement permanent qui, au fond, ouvre à ce que chaque sujet, comme réponse du réel, devienne l'auteur et l'acteur de son propre devenir. À chacun son cerveau, à chacun son génome, à chacun sa singularité, à chacun son devenir. Merci. Donc, autant de raisons, des points que vous avez évoqués pour dire qu'on est déjà en pleine conversation. Cette conversation existe, les points sont là. Voilà, je trouve qu'on peut établir des repères précis autour du réel, de la jouissance, de la singularité, de la discontinuité, de l'imprédictibilité, qui sont au programme de la psychanalyse et au programme des sciences, et qu'on retrouve aussi dans la pratique clinique. Si vous voulez, le risque d'une science, d'une psychanalyse orientée par la causalité du 19e, c'est d'avoir une vision d'une causalité linéaire continue. C'est-à-dire qu'on a le problème, si vous voulez, de l'illusion déterministe, de la prospection rétrospective ou de la rétrospection prospective. Le risque qu'a toujours le psychanalyste, c'est de devenir un spécialiste de la prédiction du passé, reliant le présent à un passé. Toutes ces données, singularité, discontinuité, changement permanent, ouvrent à une clinique qui est propre à la clinique lacanienne, qui est une clinique de la réponse, de la solution inventée par chaque sujet, qui va bricoler une réponse qui lui est propre par rapport à la contingence auquel il est exposé par la vie. Alors, une dernière question, François Ansermet, concernant justement la façon dont le discours de la science pourrait affecter notre expérience de jouissance. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce sujet? Oui. Peut-être je le prendrai à partir de la question de l'origine, en disant qu'aujourd'hui on est à la veille, dans les temps de la création, de nouveaux modes d'origine. Et au fond, est-ce que c'est vraiment des nouveaux modes d'origine ou des nouveaux modes de faire avec la jouissance? C'est peut-être là la question, dans la fabrication de la vie. Lacan, au fond, dans la troisième, dit à quel point il est difficile à l'intérieur de la science de définir ce que c'est que la vie. La vie est un concept vague que à l'intérieur même de la biologie, je crois qu'il dit ça aussi ailleurs, on ne peut pas définir ce que c'est que la vie. Et au fond, on ne peut qu'énoncer qu'on jouit de la vie. Et que, au fond, de la vie, nous ne savons rien d'autre. Et au fond, cette contradiction, cette limite, on la retrouve tout à fait dans le champ de la science. Alors à partir de là, je pense que on a plusieurs versions du rapport de la science avec la jouissance. Peut-être qu'on pourrait le discuter dans les choses qui seront présentées au Brésil, c'est-à-dire de revisiter certaines avancées de la science, en particulier dans ces champs des biotechnologies,
par rapport aux 6 paradigmes de la jouissance tels que Jacques-Alain Miller les construit dans sa lecture de Lacan. C'est-à-dire que certaines de ces technologies impliquent une jouissance imaginaire, comme le premier paradigme de la jouissance, c'est-à-dire une jouissance qui met en jeu, finalement pour être freudien, le narcissisme, enfin quelque chose qui est dans l'augmentation de soi. Si vous prenez par exemple les stratégies aujourd'hui de le Human Enhancement, de l'homme augmenté, de la neuroprosthétique, de se greffer sur des systèmes de mémoire, qui seraient des chips d'ordinateur, qui viendraient compléter notre mémoire. C'est-à-dire, c'est entrer dans un système de jouissance. Qu'est-ce que ce serait qu'une mémoire pas marquée par l'oubli? C'est d'imaginer, c'est une mémoire psychotique dans une certaine mesure, d'imaginer une mémoire qui n'oublie rien. On serait comme le personnage de Borges, Funès sous la mémoire dans Fiction, c'est-à-dire qu'il ne peut plus vivre parce que tout ce qu'il vit est mémorisé et prend autant de temps pour le remémorer que ça a été pour le vivre. C'est une vie impossible. Donc, vous voyez, il y a des... Voilà. Alors, la jouissance peut se loger du côté de l'imaginaire, comme c'est le premier paradigme de la jouissance, du côté du symbolique. Ça, c'est un deuxième point très important, me semble-t-il, du fait de l'absorption, enfin, de la connexion en fait, entre la jouissance et le symbolique. C'est un point complexe dans la mesure où on peut se dire que classiquement en psychanalyse, on oppose le signifiant et la jouissance. Mais dans certaines situations, on peut se dire qu'il y a une connexion. Je crois d'ailleurs c'est le 4e paradigme chez Jacques-Alain Miller. Voilà, oui, une connexion entre le signifiant et la jouissance. Le signifiant embraye la jouissance. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut se dire que ça se passe entre le 2e et le 4e paradigme chez Miller. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'enclenchement de système de jouissance depuis le signifiant, comme si le fantasme, enfin, comme si quelque chose se branchait sur la réalité. C'est ce que je dis des fois, faire délirer la réalité. Et puis il y a la jouissance du côté du réel, tout ce qui touche au non-rapport et à la façon d'aménager le non-rapport sexuel, enfin l'urgence biotechnologique des couples démunis dans le fait d'avoir tout à coup un besoin impérieux d'avoir un enfant, l'enfant du besoin plutôt que l'enfant du désir. On peut se dire que c'est peut-être l'enfant de la jouissance, enfin, qui vient boucher comme la plus-value, le tout de suite, boucher finalement le trou du non-rapport sexuel. Qu'est-ce qui fait qu'un couple a tout à coup plus que tout besoin d'avoir un enfant à tout prix. C'est-à-dire que comme si au fond cette suppléance au non-rapport sexuel qu'est l'enfant devenait une nécessité absolue. Donc il faut tout à coup l'enfant. Voilà. Donc je pense que, pour le dire de manière plus générale, ça nécessiterait un développement plus long que je ferai au Brésil, c'est-à-dire la mise en rapport de la science avec les différents paradigmes de la jouissance, qui à mon avis je trouve excellent, ce travail de Miller, qui donne une lecture possible de différents moments de l'œuvre de Lacan pour aborder les systèmes de jouissance mis en jeu par les avancées de la science et les possibilités technologiques issues des avancées de la science. Voilà, pour commencer notre discussion qui aura sa suite au Brésil. Oui. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est quelques amorces. Pour qu'on continue au Brésil. Oui. Voilà, c'est une invitation au voyage.